This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Lights, camera, innovation. Walt Disney Studios chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business to transform the movie-making process. Together, we kept a remote production hub in Hawaii and sync with a team in California to bring Lilo and Stitch to theaters this summer. This is picture-perfect collaboration. This is Walt Disney Studios with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Salut à toutes, salut à tous. Troisième étape de ce Giro, la dernière qui se déroulera en Albanie. Et aujourd'hui, deux scénarios. Deux scénarios vraiment sont possibles. Soit un scénario assez identique à la première étape, avec un sprint, on va dire, en petit comité, un petit peloton, 40-50 coureurs remportés par un des sprinteurs qui sait grimper, comme Mats Pedersen donc, lors de la première étape, Wout van Aert, Orloïs Saola, voire des très bons punchers comme Thomas Pidcock, mais a priori sans les meilleurs sprinteurs du peloton, sans Caden Grove, sans Olaf Koy, sans Sam Bennett, sans Gerben Tiersen. Ça sera sûrement un peu dur pour Paul Magnier. Des coureurs comme Andrea Vendrame, Milan Fretin, ça paraît aussi un petit peu dur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme ascension quand même. Alors il y a moins d'ascension que lors de la première étape. Il y a eu une petite ascension de 4e catégorie, 5 km à 4%, qui posera des soucis à personne. Par contre, à 40 km de l'arrivée, il y a un col de 2e catégorie, 10 km à 7,5% de moyenne. Et là, forcément, ça va faire des dégâts. Et les sprinteurs qui n'ont pas les jambes, qui sont un peu trop lourds, ils ont bien du mal à tenir le rythme probablement du peloton. Donc ça, c'est le premier scénario. Mais il existe un autre scénario avec une échappée victorieuse. Parce que, voilà, avec cette ascension pentue, mais assez loin de l'arrivée, les coureurs du classement général ne vont pas s'affronter. Aujourd'hui, on ne va pas s'épuiser dès la 3e étape pour un gain minimal, probablement à l'arrivée. Donc peut-être que l'échappée pourra aller au bout aujourd'hui, d'autant plus que je ne pense pas que la Red Bull Bora Hansgrohe de Primož Roglic, qui est le nouveau leader avec le maillot rose, va vouloir défendre ce maillot rose à tout prix. L'objectif, c'est de l'avoir à Rome à la fin du Giro, mais pas forcément de le garder tout le temps. La question, c'est plus la Lidl Trek de Mats Pedersen. Est-ce que c'est eux qui vont prendre la course en main, gérer les cas avec les échappés, pour permettre à Pedersen d'aller chercher une 2e victoire d'étape, et aussi, grâce au jeu des bonus, même s'il ne s'impose pas et finit 2 ou 3e, il pourrait récupérer le maillot rose des épaules de Primož Roglic. C'est là la question de cette 3e étape entre Vlorë et Vlorë. On fait une boucle autour de la ville de Vlorë, le long de la côte albanaise. C'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Départ officiel, c'est parti. Et a priori, il va y avoir une grosse bataille. Pour l'échappée, ça sera intéressant. Là, en fonction des membres de l'échappée, on verra très vite qui il y a dedans, combien ils sont, s'ils auront une chance de résister au travail de la Lidl Trek qui, elle, va vouloir contrôler, tenter d'amener une nouvelle fois Mats Pedersen au sprint. Pour l'instant, dès le départ, on a vu juste un coureur de la Décathlon lancer un petit peu, mais il a vu qu'il y a tout le peloton qui suivait. On sait que ça ne va pas se faire immédiatement l'échappée, donc chacun attend un petit peu son heure. Il faudra être malin. Et avoir aussi pas mal de chance. Pour prendre l'échappée, souvent, c'est aussi parfois une question de chance, faut pas se mentir. Qui seront les plus chanceux aujourd'hui ? On a 4 coureurs là qui ont fait un premier écart avec des coureurs des 2 équipes italiennes, bien sûr. La Bardiani et la Visite Malta, la Polti Visite Malta. Ils ont besoin d'être devant, même si les chances de victoire sont minces pour ces coureurs. Il faut aussi se montrer. C'est accompagné d'un coureur de l'Astana et de la Décathlon. Mais il y a d'autres coureurs qui veulent se joindre à eux. Un coureur de la Groupama, de l'Ineos, de l'Arkea. Et autant 4 coureurs, on avait vu le peloton un peu laissé partir. 7, ça fait trop. Et ils reviennent dessus. Peloton de nouveau groupé et déjà en file indienne. Ça risque de durer un petit moment. Et un peloton déjà explosé là, avec des cassures sous toutes ces attaques qui se continuent. Là, c'est Lorenzo Germani, le coureur de la Groupama FDJ qui est sorti. Il a Kim Hajduk de l'Ineos qui le poursuit. Derrière, il y a un groupe de 20 coureurs. Il y a une petite cassure dans le peloton qui est un peu plus loin. Un rythme complètement décousu déjà pour commencer. Il y a une toute petite ascension, quelques pourcentages. Les échappés ont essayé d'insister. Du coup, ça fait une cassure dans le peloton. Ouais,
Il y en a de partout là. C'est Josh Starling en fait qui a rejoint Lorenzo Germani. Et forcément Josh Starling dans une échappée, avec un moteur comme ça aide. Ils ont avec eux un coureur de la Q36.5 et un coureur de la Picnic Postenel. Et pour l'instant là les équipes italiennes, la Polti Visit Malta et la Bardiani qui sont pas devant parce que ces 4 hommes ont pris une petite avance là. Allez, on a d'ailleurs un coureur là de la Polti Visit Malta qui tente de sortir. Et du coup, ça fait réagir encore le peloton. Ils vont en laisser partir seulement 4, j'ai l'impression, le peloton. C'est le chiffre qui on a. Alors du coup, avec Lorenzo Germani de la Groupama et Joshua Tarling de l'Ineos, c'est Mark Donovan pour la Q36.5 et Chris Hamilton pour la Team Picnic Postenel. 2 Britanniques, un Australien et un Italien là à l'avant. Ils ont une dizaine de secondes sur le peloton et intercalé. On a un coureur donc de la Polti Visit Malta, c'est Munoz, je crois. Non, c'est Alessandro Tonelli. C'est Alessandro Tonelli et qui est rejoint par un des coureurs de la Decathlon. Ils sont en chasse-patate ces 2 coureurs pour tenter de revenir sur les 4 hommes de tête. Et il y a encore des coureurs qui tentent de sortir. Ils sentent que le quatuor de devant c'est peut-être le bon. Et ils ont encore ils sont à 30 secondes. Ils ont pris 30 secondes. Derrière on a le duo avec donc Alessandro Tonelli et c'est Dries de Bondt qui est là pour la Decathlon AG2R. Qui sont à 20 secondes derrière les 4 hommes de tête. Mais forcément là, les 4 de devant ils ont réussi à faire l'écart. Donc ils se livrent à fond. Et dans le peloton il y a encore des coureurs qui veulent sortir. On a vu Matteo Marcelluzzi de la Bardiani tenter de sortir là. Et tout le monde l'a suivi et il s'est retourné. Il a fait le geste de la main très très italien en disant « Maquet, mais pourquoi vous me suivez comme ça? Laissez-moi partir, c'est juste moi !» Et il était très énervé. Et finalement, on a un autre coureur qui sort. Et là, on le reconnaît bien. C'est Sylvain Moniquet. On ne l'avait pas vu encore. Il a le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. Il est sorti et il ralentit un petit peu. Là, il attend qu'on revienne. Alors, il est repris. Waouh, le peloton qui le reprend à une vitesse folle. Il n'arrivera pas à sortir, Sylvain Moniquet. J'ai l'impression que voilà, les 6 hommes de devant qui ont fait un petit écart, le peloton va pas aller les chercher. Par contre, ils vont vraiment laisser sortir plus personne. Et d'ailleurs, le duo, Dries de Bondt, Tonelli, il est en sursis, parce que devant, il y a Josh Starling et compagnie qui vont pas les attendre du tout. Ils sont 4 contre 2 et 4 avec un Josh Starling en plus. Ça devient assez compliqué. Si jamais ils arrivent à rentrer, de Bondt et Tonelli, ça sera au prix d'un énorme effort. Mais a priori, ça semble plutôt mal parti. Ils sont que 5 secondes devant le peloton. Ils sont 25 secondes derrière les 4 hommes de tête, donc ils sont vraiment en sursis là. 4 coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe et 2 coureurs de Lidl Trek qui font un barrage tout simplement. Ils prennent toute la largeur de la route, ils laissent plus personne partir. Ils roulent en plus relativement vite. Mais voilà, il n'y aura plus personne à mon avis. Qui pourra sortir? Matteo Marcelluzzi de la Bardiani a tenté une dernière fois de sortir, mais ça a une nouvelle fois pas marché. La Bardiani ils ont un seul boulot par étape, c'est de prendre l'échappée, mais ils n'ont pas réussi. Les 4 hommes de tête, Starling, Germani, Hamilton et Mark Donovan ont 1 minute et 27 secondes d'avance sur le peloton. Et ils ont 30 secondes d'avance sur le duo Dries de Bondt et Alessandro Tonelli, qui ne leur reprend pas de temps tout simplement. Alors bien sûr, le duo a repris beaucoup de temps sur le peloton parce qu'ils n'avaient que 5 secondes, ils ont 1 minute d'avance. Par contre, ils ont repris aucun temps sur les 4 hommes de tête et l'écart qui est toujours de 30 secondes. Et je les vois mal revenir. À mon avis, à moins qu'ils les attendent, les 4 autres. Je vois pas trop comment ils pourront revenir avec un coureur comme Josh Starling devant. Josh Starling, c'est impressionnant. Il fait 1m90, je sais pas combien il fait de kilos. Pour les autres coureurs, l'avoir dans son échappée, c'est incroyable. Parce que quand on est derrière lui, on est complètement couvert, on est dans l'aspiration. Ça doit être très agréable. Et il donne une chance à cette échappée. Aujourd'hui, on se demandait... Alors, ils sont pas nombreux quand même. 4, c'est pas beaucoup. On verra s'ils sont 6 avec les arrivées de Dries de Bondt et de Tonelli. Il aurait fallu peut-être encore quelques coureurs de plus pour avoir un peu plus de chance. Mais voilà. Ça reste une belle échappée qu'il faudra gérer pour la Lidl Trek, pour la Red Bull. Le mieux classé, c'est évidemment Josh Starling. Il est 38e du classement général. Il est à 1 minute et 34 secondes de Primoz Roglic. 133 km de l'arrivée. Et ils ont réussi quand même, au prix d'un effort assez intense, Alessandro Tonelli et Dries de Bondt qui rejoignent les 4 hommes de devant. Ils s'en sont sortis. Ils ont peut-être légèrement diminué l'allure devant pour leur permettre de revenir. Vaut mieux être 6 que 4 pour avoir une chance aujourd'hui. Ils ont une bonne avance sur le peloton, 2 minutes 50, c'est déjà beaucoup plus que l'échappée de la première étape. L'écart qui n'avait jamais dépassé la barre des 2 minutes, là ils ont quasiment 3 minutes. Et dans le peloton, on a vu un seul coureur rouler, c'est Jacopo Mosca pour la Lidl Trek. Ça aussi, c'est un petit peu différent par rapport à la première étape où on a vu des coureurs de la Visma Lease Bike, de Wout van Aert et même de l'Alpecin de Koenig. On croyait en Caden Groves rouler. Aujourd'hui, ils ne rouleront pas, a priori, ils vont laisser la Lidl Trek seule travailler. Et donc forcément, ça sera aussi plus dur pour une équipe seule de gérer une échappée si elles reçoivent l'aide d'aucune autre équipe. Donc ça permet d'avoir un peu plus de suspense peut-être. Et ça donne surtout une chance supplémentaire à l'échappée d'aller au bout. 6 hommes donc
à l'avant. Les échappés qui arrivent au premier sprint intermédiaire. 15 points à prendre au classement du maillot de Ciclamino. Alessandro Tonelli, qui était dans la première échappée de la première étape. Il va peut-être essayer d'aller prendre des points. Il en a déjà 15. Et c'est bel et bien ce qui va se passer, sans sprinter. C'est le seul coureur d'une équipe de deuxième division. Il va prendre les 15 points simplement en prenant son relais. L'écart qui s'est stabilisé, 2 minutes 50 d'avance avec le peloton. On est à 125 km de l'arrivée. Et puis finalement, on a vu une autre équipe travailler avec la Red Bull Boranzgro du leader Primoz Roglic. Et c'est Gianni Moscon, l'italien de cette équipe, qui s'alterne avec Jacopo Mosca pour travailler, pour maintenir cet écart à 2 minutes 50. Ils ont le maillot rose. Et donc, ils sont obligés, eux aussi, de gérer un peu l'échappée. Voilà, les deux équipes qui travaillent pour que cet écart ne grandisse pas là au-delà des 3 minutes. Non, mais c'est quoi ça ? Il y a une chèvre. Il attaque. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a une chèvre qui vient d'aller sur... Oh, c'était dangereux, remarque. Mais personne n'est tombé. Mais elle a littéralement attaqué un coureur de l'Intermarché Venti, là. Elle s'est jetée sur lui à la fin du peloton. Elle a dû être un petit peu paniquée. Elle est sortie de son champ quand les cyclistes sont passés. Elle s'est retrouvée là et elle a fait un énorme saut de cabri. Et elle a foncé dans le coureur de l'Intermarché Venti qui a réussi à garder son équilibre. Il a passé par le fossé, mais il n'est pas tombé. C'était dangereux. C'était improbable. Voilà, c'est les courses en Albanie. Il y a des chèvres un peu sauvages. Et là, la chèvre, elle a traversé au mauvais moment. Et paniquée, elle a décidé de s'en faire un. Elle a choisi le coureur de l'Intermarché Venti. Je n'ai pas vu qui c'était. Et il a dû se faire une belle frayeur. Heureusement, là, il n'y a pas eu de casse. C'est vrai que c'est dangereux, les animaux là, en liberté un petit peu, peloton qui va vite. On a vu déjà des accidents souvent avec des chiens, avec des chèvres, perso, j'avais jamais vu. Mais ça arrive aussi. Plus de peur que de mal, là quand même, ça fera juste une belle anecdote à raconter pour ce coureur de l'Intermarché Venti. C'est Dion Smith, voilà, c'est Dion Smith, le coureur de l'Intermarché Venti, qui s'est fait agresser par une chèvre. Mais qui s'en est sorti. Bon, il est néo-zélandais, donc les moutons sur la route, il doit connaître, les chèvres un peu moins, mais allez, on va dire qu'il a l'habitude, c'est pour ça qu'il s'en est bien sorti. Et il a réussi à pas tomber, Dion Smith. 100 km de l'arrivée, et on est au pied de la première difficulté du jour. Un col de 4e catégorie, le CAFA Jacques 5 km à 4%. Mais c'est un peu trompeur, ce 4% de moyenne, parce qu'en fait, il y a une descente de 2 km au milieu. Donc en vrai, il y a plus 2 premiers kilomètres à 8%, il y a un dernier kilomètre à 9%, et au milieu, une descente. Donc ça va quand même faire mal aux jambes. Il y a 3 points au prendre au sommet pour celui qui passera en tête, 2 points pour le second et 1 point pour le troisième. Alessandro Tonelli, c'est le seul qui a déjà des points au classement de la montagne. Donc on va voir si ça va être le seul à s'y intéresser ou si les autres coureurs vont vouloir aller chercher des petits points. 3 minutes d'écart, tout pile entre le peloton et les échappés. L'écart qui est vraiment stable désormais. On va faire un petit focus sur un des échappés. On va s'intéresser à cet Australien là, Chris Hamilton, coureur assez expérimenté. Il a déjà 29 ans. Le coureur qui a passé toute sa carrière dans l'équipe allemande qui désormais s'appelle la Picnic Postenel. Alors elle a changé beaucoup de nom. Elle est d'ailleurs plus allemande, elle est hollandaise désormais. Auparavant, c'était la team DSM. C'était même la team Sunweb. Avant, c'est quand il y est arrivé. En 2017, ça s'appelait la Sunweb. Puis donc la DSM, puis la DSM Firmenich, puis la DSM Firmenich Postenel l'an passé. Cette année, DSM est parti. Les Allemands sont partis. C'est une équipe purement hollandaise avec la team Picnic Postenel. Lui, l'Australien, il est resté durant tous ces changements. Un bon coureur, Chris Hamilton, mais il n'a jamais remporté de victoire professionnelle, ce qui est assez surprenant quand même, parce qu'on le voit beaucoup quand même, Chris Hamilton. Bon coureur, il a fait pas mal de bons résultats. Il a fait une fois deuxième d'une étape du Giro, c'était en 2021. Lors d'une échappée victorieuse, il avait été devancé par Andrea Vendrame. Il a fait 2 fois troisième d'une étape de la Vuelta. Il a fait aussi 6e d'une autre étape de la Vuelta. 6e au classement général du Tour Down Under, 8e au classement général du Tour de Pologne, des courses World Tour où il a aussi donc bien figuré. Il a déjà fait 13 grands tours dans sa carrière. Il les enchaîne 2 Tours de France, 7 Giro et 4 Vuelta. Et donc des podiums sur des étapes. Mais jamais de victoire. Son meilleur classement général sur un grand tour, c'est une 29e place sur le Giro en 2020. Dès qu'il a fini chacun des 12 grands tours auxquels il a participé. Il est dans son 13e aujourd'hui. On verra s'il le finira aussi celui-là. Coureur très régulier qui a aussi fait de nombreux monuments. 3 fois Milan-San Remo, 5 fois Liège-Bastogne-Liège et 8 fois le Tour de Lombardie. Il a eu beaucoup de mal. Par contre, sur ces monuments, il a fait une seule fois un top 50 en terminant 48e du Tour de Lombardie en 2019. C'est pas vraiment sa
Sakam, lui, c'est plus les classements généraux. Hein. C'est un bon grimpeur, Chris Hamilton, même s'il est en général plutôt un équipier. Cette saison, on l'a vu sur Tirreno Adriatico, qu'il a terminé 34e au classement général. Aujourd'hui, il est à l'avant donc dans l'échappée, Chris Hamilton. Donc voilà, si l'écart se maintient, cette ascension là de 2 km à 8%, à 40 km de l'arrivée, il pourrait bien performer dedans. Attention à lui aujourd'hui, à l'Australien Chris Hamilton, qui est donc à 29 ans, toujours à la recherche de sa première victoire professionnelle. Hein. Pas seulement en World Tour, mais tout niveau confondu, même les courses un petit peu inférieures, il ne s'y est jamais imposé. Donc il doit être très impatient. Est-ce que ça sera pour aujourd'hui? Pour Chris Hamilton, ce sera évidemment assez fort. Allez, on arrive au sommet de Chaqueres. Est-ce qu'Alessandro Tanelli va pouvoir prendre ses 3 petits points tranquillement? Le coureur de cette équipe italienne de 2e division, la Polti Visite Malta. Une autre équipe de 2e division quand même, hein, la Q36.5 de Mark Donovan. C'est aussi une équipe invitée sur ce tour, même si c'est vrai qu'on la voit tout le temps, puisqu'avec Thomas Pidcock, ils sont invités à peu près partout. Tonelli, il est pour l'instant en 6e et dernière position de cette échappée. Mené par Joshua Tarling, on est à 200 mètres du sommet. Est-ce qu'il va lancer une petite attaque là? Parce que pour l'instant, il ne va pas pouvoir passer en prenant un relais, puisqu'il est en dernière position. Et Mark Donovan qui y va. Mark Donovan, justement, voilà, le coureur de la Q36.5 qui fait une petite accélération et qui va aller prendre les 3 points. Alessandro Tonelli l'a pas vraiment suivi. Il y a même Lorenzo Germani là, qui sur la ligne va le sauter. Il s'est fait avoir. Non, là, on lui a pas fait de cadeau. Alessandro Tonelli, autant le sprint intermédiaire, on lui a laissé tranquillement. Mais là, Mark Donovan a attaqué, il a fait l'écart. Et Alessandro Tonelli a vu que c'était trop tard. Donc il dit, tant pis, je vais aller prendre la 2e place. Germani était dans sa roue et il s'attendait pas, il l'a sauté. Il prend qu'un point. Voilà, Mark Donovan et Lorenzo Germani qui s'y sont intéressés à prendre des petits points. C'est sur 3 semaines, hein, il reste évidemment énormément de points à prendre, mais dès qu'on a quelques points, on commence à s'y intéresser un peu plus. Et donc, ils ont décidé d'y aller, de ne pas laisser Tonelli prendre les 3 points. La seule autre point à prendre, ce sera au sommet de cette grande difficulté du jour. Pas sûr que l'échappée soit encore devant à ce moment-là. On est à 90 km de l'arrivée et l'écart est toujours de 3 minutes, 2 minutes 57 secondes d'avance exactement pour les 6 hommes de tête que sont Joshua Tarling, Lorenzo Germani, Mark Donovan, Dries de Bondt, Chris Hamilton et Alessandro Tonelli. On arrive désormais au fameux sprint Red Bull, cette petite innovation là, où il y a donc des secondes à prendre, 6, 4 et 2 pour ceux qui passeront en tête. Il y a aussi des points au classement un petit peu parallèle de ces sprints Red Bull, où il y aura à la fin un vainqueur des sprints Red Bull, il me semble. Mais pas de points pour le classement du maillot de Ciclamino. Est-ce qu'ils vont se battre, a priori, classement général, même si Josh Tarling est bien placé? Pas sûr qu'il s'y intéresse. On y arrive à ce sprint à 100 mètres, il y a par contre des sous à se faire. Hein. Je rappelle, 2500 € pour celui qui passe en tête. Et ils vont pas se battre, a priori, non. C'est Dries de Bondt qui est en train de faire son relais, qui passe en tête devant Mark Donovan et Lorenzo Germani. Ils n'ont pas non plus laissé Alessandro Tonelli passer en tête. Il n'a pas essayé de se venger un petit peu de Tonelli là. Ils l'ont eu au classement de la montagne. Il aurait pu se dire, allez, je vais leur faire le coup là au sprint Red Bull. Non, là ils se sont accordé les violons. Ils ont fait la paix et ils se sont pas vraiment souciés. C'est Dries de Bondt qui est passé en tête de ce sprint Red Bull. Il reste encore un sprint intermédiaire qui aura lieu dans une vingtaine de kilomètres. Après une ascension non répertoriée, hein, mais de 5 km à 7% quand même. Hein. Là, il y a un petit mur à passer quand même. Alors, il n'y a pas de point de la montagne au sommet, mais il faut la franchir malgré tout. Et puis, une fois qu'on sera sur ce sprint intermédiaire, on sera à peu près au pied de la grosse ascension du jour, le Cafa et l'Yoga Racé. On est à peu près 70 km de l'arrivée. Et l'écart qui est toujours qui diminue un petit peu, autour de 2 minutes 30 pour les 6 hommes de tête sur le peloton. Elle est vraiment dure en fait cette ascension. Et Dries de Bondt là, il s'accroche, il n'en peut plus. Il perd mètre par mètre. Il donne tout ce qu'il a pour rester avec les 5 autres là. Mais il est vraiment... il a l'air en énorme difficulté, Dries de Bondt. L'écart qui est repassé sous les 2 minutes. 1,55 d'avance dans ce mur là de non répertorié. 5-6 km à 6-7% de moyenne. Étonnamment dans le peloton, on a vu à un moment la Jayco Alula rouler. Sincèrement, je ne sais pas trop pour quel est leur plan. Après, ça peut être une autre stratégie d'autres équipes, c'est de rouler encore plus fort que la Lidl Trek pour lâcher Mats Pedersen. C'est peut-être ce qu'a voulu tenter la Jayco Alula, mais ça n'a pas duré longtemps. La Lidl Trek est de nouveau en tête du peloton pour imprimer un rythme soutenu, mais pas trop quand même pour lâcher Mats Pedersen, évidemment. Dries de Bondt qui n'est pas encore lâché. Il s'accroche, mais c'est vraiment avec l'énergie du désespoir. Là. Et à l'arrière du peloton, on a des sprinteurs aussi en difficulté. Olaf Koy, Gerben Tiersen, Michael Zaliard, c'est les 3 derniers du peloton, donc ils ne sont pas encore définitivement lâchés. Mais cette ascension, elle est beaucoup plus facile, ou disons plutôt beaucoup moins dure que la prochaine.
Donc, on les voit mal, évidemment, s'accrocher, être là dans le final, ces sprinters-là. Autour de Sam Bennett et de Caden Groves, d'être lâchés du peloton, là. On n'est pas dans l'ascension de 10 km, là. On est dans ce mur non répertorié. C'est étonnant, quand même, de voir Caden Groves distancé, parce qu'il sait quand même, normalement, plutôt grimper. Je pense que c'est plutôt qu'il y va vraiment mollo à son rythme. Il sait que dans la prochaine, il ne pourra pas suivre. Ou alors, c'est signe qu'il est vraiment en petite méforme, là. Caden Groves, étonnant de le voir lâcher, alors qu'il y a encore 140 coureurs dans le peloton. Ah bah, il s'était accroché. Dries de Bont, il s'est accroché pour rien, parce que là, il a une crevaison. Il y en a beaucoup. Là, d'un seul coup, il y a une série de crevaisons assez impressionnantes dans le peloton. Ils sont au moins 10 ou 15 à avoir eu des soucis techniques. On a vu Egan Berdal qui a dû changer de vélo. Il a pris le vélo d'un de ses coéquipiers. Il a fait un effort pour revenir dans le peloton. Il a pu rentrer. Dries de Bont, malheureusement, lui, il a crevé là. C'est des routes un petit peu... elles sont pas mauvaises, mais voilà, il y a des petites aspérités et les pneus assez fragiles des coureurs qui crèvent. Et là, Dries de Bont, malheureusement, il était dans l'échappée, il s'était accroché, mais il a crevé. Et il va pas pouvoir participer au sprint intermédiaire qui arrive, le dernier des sprints intermédiaires. Est-ce que Tonelli, qui a pris les 12 points, il y a 12 points à prendre en fait, pas 15, les 12 points au premier, il va encore prendre les 12e. S'il le prenait, il serait le leader provisoire de ce classement, du maillot de Ciclamino. Et donc, en fonction des résultats du jour à l'arrivée, il pourrait peut-être être sur le podium ce soir avec le maillot violet de meilleur sprinter, en fonction évidemment du classement final de Mats Pedersen surtout. Et en effet, Tonelli qui va passer. Ouais, il va se... Non. Oh là là, ils sont même avec Chris Hamilton là. Décidément, il n'y a pas une entente très cordiale. Hein. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Alessandro Tonelli, c'était Chris Hamilton qui prenait le relais. Et Tonelli, il était derrière, donc il a fait une accélération pour le doubler juste sur la ligne. Et finalement, Chris Hamilton a réagi un peu comme un réflexe et a accéléré lui aussi pour l'empêcher de prendre la tête. Ouais, ils finissent roue dans roue. Donc là, ils finissaient épaule contre épaule, roue dans roue. Ils ont limite failli se faire tomber. On va voir qui a été passé en tête. C'est peut-être bien Chris Hamilton, décidément. On lui en veut. C'est les Tonelli là. Il n'y avait vraiment pas de raison pour Hamilton d'aller prendre ses points. 52 km de l'arrivée, 1 minute et 24 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête. Dries de Bont qui a crevé n'est plus là. Et leur temps paraît désormais presque compté. Ça ne sera pas assez, évidemment, alors qu'on s'approche du pied de cette terrible difficulté. 4 coureurs de la Lidl Trek en tête du peloton. On est dans cette ascension du Cafa Helio Garcés. 10 km 500 à 7,5% de moyenne. Les échappés qui n'ont plus qu'une minute d'avance. Et des coureurs qui sont lâchés. Là, on a vu Rick Plumers, qui est l'autre carte de la Tudor avec Michael Zilliard. Et non, il ne sera pas là non plus. C'est pourtant normalement un meilleur grimpeur que Zilliard, mais il n'y arrive pas. Le peloton qui va petit à petit là s'étioler. Ils sont encore nombreux, ils sont plus de 100. Ils seront certainement pas 100 au sommet. On est à 8 km du sommet. Il reste encore donc une longue ascension. Et le peloton qui va diminuer petit à petit et probablement aussi rattraper les échappés d'ici là. Ah tiens, des coureurs qui tentent de partir en contre. Et pas n'importe qui, Lorenzo Fortunato et Pello Bilbao, qui sont sortis accompagnés d'un coureur de la Soudal Quick Step. Là, j'ai pas vu qui c'était. Ils sont sortis du peloton. Ils essayent d'anticiper là. Ils ont envie aussi peut-être de durcir la course. Il y a d'autres coureurs qui attaquent. Un coureur de la Cofidis. On a même Michael Storer qui va dans sa roue. Coureur de la Q36.5 aussi. Voilà, donc là, ça s'anime un petit peu. On veut durcir la course pour tenter de lâcher Mats Pedersen. Les coureurs de la Lidl Trek qui ne s'affolent pas trop. Ils veulent pas aller plus vite parce que plus vite, évidemment, ils ont peur de lâcher Pedersen. Et il y a un coureur important qui a déjà été lâché. Par contre, c'est Wout van Aert là. Il était à l'arrière du peloton et il n'insiste pas. Il est lâché, Wout van Aert. Bon, il ne sera pas là dans le final alors qu'on pensait que ça serait peut-être le seul adversaire possible. Pour Mats Pedersen, il est pas bien. Il est pas bien. Il est lâché. Tiens, un autre coureur qui lâche, Sylvain Moniquet. On aurait pu penser que s'il s'accrochait, il aurait pu aller voler des points pour son classement de son maillot de meilleur grimpeur, le défendre. Non. Lâché à son tour, ça accélère. Le trio là, avec Michael Storer, est finalement repris par le train de la Lidl Trek. Mais l'autre trio, avec Pello Bilbao, Lorenzo Fortunato, et c'est Gianmarco Garofoli pour la Soudal Quick Step qui les a accompagnés. Lui est bien mieux sorti et ils sont en train de revenir déjà sur les échappés. Joshua Tarling est à lâcher. Joshua Tarling, il a perdu quelques mètres. Ils sont plus que 4 en tête désormais avec Tonelli, Hamilton, Donovan et Germany. Mais il pourrait très vite être rattrapé par ce trio-là avec Fortunato, Bilbao et Garofoli. Et l'échappé qui se fracture encore. Chris Hamilton qui a accéléré. Il n'y a que Alessandro Tonelli qui peut le suivre. Lorenzo Germany et Mark Donovan qui sont distancés.
ils vont se faire rattraper par un autre duo, le duo Bilbao-Fortunato, dans lequel on ne trouve plus Garofoli, qui a été lui aussi lâché. Donc là, il y en a un petit peu de partout. Mais le peloton est vraiment juste derrière tout cela. Hein. Il n'y a que 48 secondes entre le duo Hamilton-Tonelli et la tête du peloton menée par la Lidl Trek. Et entre tout ça, on a donc des coureurs un petit peu partout, avec Germany, Donovan, avec Bilbao Fortunato, avec Tarling et Garofoli, qui n'ont pas encore été tout à fait repris par le peloton, à l'inverse de Dries de Bond, qui lui a bel et bien été avalé depuis quelques temps. Mais on est encore à plus de 4 km du sommet. Ils sont revenus sur la tête de la course, Pello Bilbao et Lorenzo Fortunato. Et le rythme qu'ils imposent a eu raison d'Alessandro Toleni. Il n'y a plus que Chris Hamilton qui s'accroche dans leur roue. On a donc un trio en tête désormais, avec Fortunato, Bilbao et Hamilton, avec 50 secondes d'avance sur un peloton. Là, on voit la queue de ce peloton. On retrouve Dorian Godon. On retrouve Luis Aular, le Vénézuélien. Hein. Attention à lui, 3e lors de la première étape. Il a l'air encore à l'aise. 2 km du sommet. Il a peut-être une possibilité de rester dans le peloton, parce qu'on est encore loin de l'arrivée. Hein. 40 km de l'arrivée, et c'est tout en descente. Puis plat sur les 20 derniers kilomètres. La Lidl Trek, toujours en tête du peloton. C'est Carlos Verona qui fait le travail, et Matthias Vacek et Giulio Ciccone sont eux encore là pour épauler Mats Pedersen dans un peloton où il y a bien encore 80 coureurs. Hein. C'est encore conséquent. Tiens, Tom Pidcock qui se montre, qui met une petite accélération là. Là, on est vraiment près du sommet, on est à 1 km du sommet. C'est peut-être un petit peu tard pour faire un énorme effort et espérer lâcher Mats Pedersen. Mais il a décidé de mettre une attaque là devant Chris Hamilton. N'a plus pu suivre. On a donc les deux coureurs sortis là dans cette ascension. Pello Bilbao et Lorenzo Fortunato. Et en vérité, il n'y a que Lorenzo Fortunato qui travaille. Hein. Lorenzo Fortunato qui roule. Lui, en fait, il n'y va pas pour l'étape. On a compris que Lorenzo Fortunato, il avait un objectif sur ce Giro. Et c'était le classement de la montagne. Et là, s'il passe en tête, il aura 18 points. Il avait déjà pris 10 points lors de la première étape. Il deviendrait alors le leader de ce classement de la montagne, Lorenzo Fortunato. Pello Bilbao est dans sa roue et il ne travaille pas. Je pense qu'ils ont eu un accord. Lorenzo Fortunato a dû lui dire ok, je fais toute l'ascension et tu me laisses les points au sommet. Et ensuite, on se fait la descente ensemble, ou même Bilbao, qui est un bon descendeur, va peut-être faire toute la descente. Ils ont 50 secondes d'avance toujours sur le peloton, ce joli duo qui va arriver au sommet. Pidcock, lui, est rentré dans le rang. Hein. Il a été immédiatement suivi par Giulio Ciccone et Matthias Vacek. Donc, il a pu faire. Par contre, Mats Pedersen, il est plus tout à fait. Il était dans les premières places du peloton. Et là, il est un petit peu plus loin. Il est dans le deuxième tiers, on va dire, le troisième tiers de ce peloton. Donc voilà, Team Emirates passé en tête, accéléré. Ouais, c'est le moment où on décide vraiment de durcir la course, voir si on peut lâcher Mats Pedersen. Mais bon, même s'il lâche là, il lui restera probablement suffisamment de temps pour rentrer dans la descente ensuite. Et on arrive au sommet. Et c'est bel et bien Lorenzo Fortunato qui passe en tête, qui prend 18 points et qui sera avec le maillot de meilleur grimpeur demain. Et il devrait le garder peut-être un petit peu de temps parce que la prochaine étape sont plutôt pour des sprinteurs. Désormais, ça va être 20 km de descente en gros et 20 km de plat avant l'arrivée. Le peloton qui arrive à son tour au sommet, c'est toute l'équipe Emirates qui a décidé de durcir dans ces 500 derniers mètres. Mais il y a encore du monde. Hein. Il y a étonnamment plus de monde au sommet de cette dernière difficulté qu'au sommet de la dernière difficulté de la première étape. Ils en ont perdu quelques-uns quand même avec cette accélération d'abord menée par Pidcock puis par la Team Emirates. Roglic est évidemment toujours bien placé. Mats Pedersen, on ne le voit plus trop. Il doit être vraiment en queue de ce peloton d'un coup là, mais sans être réellement distancé. En tout cas, elle était jolie cette ascension. Hein. C'était à travers des paysages qui rappelaient les Alpes. On se croirait vraiment dans une pure étape de montagne, alors qu'on n'est qu'au 3e jour de course et que le final est évidemment, lui, complètement plat. 30 km de l'arrivée, et Mats Pedersen, il est bel et bien là dans ce peloton. Il est tout simplement en première place de ce peloton. C'est lui qui fait la descente. Ils sont à 100 km/h. Waouh. C'est chaud, hein. Peloton en file indienne, mais il y a encore du monde. Hein. Ouais, je dirais bien 60-70 coureurs dans ce peloton. J'ai vu d'autres coureurs rapides. Hein. On a Christian Scaroni pour l'Astana. On a Alois Salah pour la Movistar. On a aussi Corbin Strong pour Israel Premier Tech qui s'est accroché et qui est encore là. Et il doit y en avoir d'autres, parce qu'il y a encore beaucoup de coureurs. Mais bon, avant de se disputer un sprint entre tous, ils vont devoir rattraper le duo Fortunato-Bilbao, qui est à 40 secondes devant eux. Ils sont repris, Pello Bilbao et Lorenzo Fortunato. Ces deux, en plus, c'est plutôt des grimpeurs, pas des rouleurs, donc sur la partie plate, face au travail de la Lidl Trek, ils ne pouvaient pas. 18 km de l'arrivée, ils sont repris. On a donc un peloton d'une 60aine de coureurs. Il y a encore, j'ai vu quelques coureurs rapides, comme Filippo Fiorelli, le leader de la Bardiani. On a Quentin Hermans, on a Andrea Vendrame pour la Décathlon qui est encore là. Et Corbin Strong, en fait,
Il est en train de revenir. Il n'était pas là dans le peloton, il avait été lâché, mais il est en train de revenir aidé par un équipier. Ça va lui coûter peut-être un gros effort, mais il lui reste il est une quinzaine de secondes derrière. Il devrait parvenir à rentrer dans ce peloton qui en plus va peut-être diminuer un petit peu l'allure maintenant que les échappés ont été repris. Oui, d'ailleurs on le voit, il rentre à l'instant Corbin Strong, il est bien là. Il sera là pour participer à l'emballement final. Donc il y a quand même des adversaires pour Mads Pedersen. Par contre, il n'y a pas de Wout van Aert, il n'y a pas de Caden Groves, pas d'Olaf Koy, pas de Sam Bennett, de Gerben Tiersen, ni de Michael Zaliard ou de Milan Fretin. Donc voilà, les purs sprinters ne sont pour la plupart pas là quand même. On est dans le final et on voit d'autres équipes que la Lidl Trek travaille désormais. On voit la Cofidis, peut-être que Stefano Oldani est encore là. On a vu la Bahrain Victorious aussi grandement travailler. Est-ce qu'on a Pasqualone ou Zambanini peut-être encore présent? Je crois que Govekar lui a été lâché. On voit la Red Bull Boros gros désormais qui travaille simplement, je pense, pour la sécurité de Primoz Roglic. On est à 3 km de l'arrivée désormais. On voit des coureurs désormais bien placés. Or-Louis Aolar, Corbin Strong, Mads Pedersen en 3e position désormais dans la roue de Matthias Vacek. On a un coureur je pense c'est Filippo Fiorelli qui est là pour la Bardiani. Christian Scaroni pour l'Astana. Thomas Pidcock qui est là aussi plutôt dans les premières positions, tout comme Primoz Roglic, parfaitement mené. On a 2 coureurs pour la Décathlon aussi. On va lancer probablement Andrea Vendrame. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un chien. Oh là là, il y a un chien qui est passé juste devant le peloton. Mais heureusement, il est passé 5 secondes. 5 secondes. 3 secondes avant le passage du peloton. C'était... mais donc, il est passé 5 secondes plus tard et c'était le drame total. On s'en est sorti. Il n'a pas attaqué comme la chèvre tout à l'heure. Allez, il y a un dernier virage, puis un rond-point, et ensuite le dernier kilomètre est tout droit. C'est la Lidl Trek qui mène le train pour l'instant, parfaitement placé. Pedersen en 3e position dans la roue de 2 de ses coéquipiers. On se bat entre Oldani et Strong pour prendre la place dans la roue de Mads Pedersen. Finalement, il semble que c'est Marcellucci pour la Bardiani qui est là bien placé et qui a réussi à prendre la roue de Pedersen. Désormais, il n'y a plus que Matthias Vacek devant. Pedersen en 2e position, personne qui lance. Attention, il y a un coureur qui semble peut-être de lancer de loin pour l'Alpecin de Koenig. C'était Fabio Van den Bosch. Il était plutôt là pour placer Quentin Hermans. Toujours pas lancé. On est à 300 mètres de la ligne. Matthias Vacek qui est sur les pédales. Pedersen toujours parfaitement calé dans sa roue. Et ça y est, c'est parti. Pour Mads Pedersen, Corbin Strong qui est le seul à réagir pour l'instant dans sa roue. Corbin Strong qui est en train peut-être de le dépasser. Ça va se jouer entre Corbin Strong et Mads Pedersen. Ça va être sur la même ligne. C'est sur la... encore une fois, j'ai l'impression qu'ils sont sur la même ligne. Mais Mads Pedersen qui lève les bras. Mais ça ne doit pas se jouer à grand-chose encore. Oh là 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 là. A priori, il s'impose avec une avance minime comme tout à l'heure. Mais bon, c'est vrai que quand on voit de face, on n'a pas trop la notion de profondeur. Mais Corbin Strong était vraiment pas loin. C'était lui qui était dans sa roue et il est remonté petit à petit. Il y avait un coureur de l'Ineos aussi qui remontait très bien de l'autre côté. J'ai pas vu qui c'était. Qui vient peut-être prendre la 3e place. Va nous falloir encore le ralenti pour voir tout ça. Mais la victoire, elle est bel et bien pour Mads Pedersen, ça c'est sûr. C'était le scénario attendu. Et c'est le scénario qu'on a eu. Et en plus, il va reprendre la victoire d'étape. Il va aussi reprendre le maillot rose des épaules de Primoz Roglic grâce à la petite bonification de 10 secondes. Allez, on voit le ralenti là. C'était bien Marcellucci et Corbin Strong qui se battent dans la roue. Et Corbin Strong qui met un petit coup d'épaule là pour prendre la roue de Pedersen et repousser Marcellucci. C'est Brandon Rivera pour la Ineos qui ensuite revient. On a Or-Louis Aolar qui était en 3e position. Eduardo Zambanini pour la Bahrain Victorious aussi. Mais derrière, c'est peut-être bien Aolar qui va faire 3e. Et le duel entre Strong et Pedersen qui est bel et bien emporté par Pedersen d'une demi-roue. C'est vraiment le même écart qu'avec Van Aert lors de la première étape. Il est remonté, ensuite il a calé Corbin Strong. Il n'a pas pu faire le jeté de vélo sur la fin pour doubler Mads Pedersen. Derrière, on a un duel entre Aolar et Rivera, mais c'est Aolar qui vient prendre la 3e place. Il est déçu. Je crois que c'est Zambanini qui vient faire 5e. Il est dans la forme de sa vie, dans la forme de sa carrière. Mads Pedersen réalise vraiment une saison incroyable et il vient remporter déjà une 2e victoire d'étape sur ce Giro, la 52e de sa carrière. Et il devance donc Corbin Strong et Or-Louis Aolar. 2 podiums pour Or-Louis Aolar, c'est quand même beau ce que fait le Vénézuélien. Brandon Rivera pour l'Ineos 4e. Et derrière, on a que des Italiens. Que des Italiens dans le top 10 avec Zambanini 5e, Stefano Oldani 6e, Andrea Vendrame 7e. Derrière, c'était Martin Marcellucci qui avait pris la 8e place, mais il a été recalé pour un sprint irrégulier. Moi, de ce que j'ai vu, c'est pourtant lui qui s'est fait bien bouger par Corbin Strong, mais c'est lui qui a été décalé sûrement sur une autre action un petit peu avant. Mais c'est pas très grave pour la Bardiani, puisque c'est un autre coureur de la Bardiani en la personne de Filippo Fiorelli qui a donc fait 8e.
Christian Scaroni 9e et puis Davide De Preto 10e. Les Italiens en nombre dans cette top 10 et on a même Garafoli 11e et Ulissi 12e. Donc on a 7 Italiens à la suite de la 5e à la 12e place. Un peloton de 85 coureurs qui est arrivé. Donc vraiment un peloton assez imposant comparé à la première étape où ils étaient qu'une trentaine. Aucun coureur du classement général n'a donc perdu de temps aujourd'hui. On n'a également eu aucun abandon dans cette course, aucune chute. Donc ça fait plaisir, hein, après la terrible chute de la première étape qui a éliminé Mikel Landa. Le Gruppetto a terminé à 16 minutes et 46 secondes. Ils étaient nombreux dans ce Gruppetto et le dernier du jour, c'est Jimmy Janssens, le Belge de l'Alpecin de Koenig, qui termine donc 182e et dernier. Changement de leader donc au classement général, Mads Pedersen qui double Primoz Roglic et qui est désormais leader avec 9 secondes d'avance derrière le top 10. Ne change absolument pas. On retrouve Vacek, McNulty et Ayuso notamment dans le top 5. Mads Pedersen qui est également le leader du classement par points. Mais demain, le maillot il sera sur les épaules d'Alessandro Tonelli. L'échappé qui a donc bien fait d'aller à l'avant et de prendre les points du sprint intermédiaire. Il est deuxième de ce classement, juste devant Orluis Aolar, le Vénézuélien qui a fait 2 podiums depuis le début de la course. Classement de la montagne, Lorenzo Fortunato, grâce à sa petite expédition là sur la dernière ascension du jour, devance Silva Monique et Peyo Bilbao. Et puis au classement de meilleurs jeunes, pas de changement, Matthias Vacek qui était là dans le final pour aider. Mads Pedersen devance Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Demain, c'est une journée de repos et de transfert pour quitter l'Albanie et rejoindre l'Italie, puisque c'est le Giro. Et ensuite, ça sera la 4e étape, la première en Italie. Et ça sera vraiment là une étape pour sprinter. Très peu de difficultés, un final tout plat, une longue étape. Ça sera enfin l'occasion pour les Caden Groves, les Olaf Koy et les Sam Bennett de se montrer et d'opposer une véritable résistance à Mads Pedersen. Mais attention, hein, sur un sprint même complètement massif, il n'est pas impossible que Mads Pedersen vienne encore chercher la victoire. On verra ça dans la 4e étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.